Une campagne de porte-à-porte initiée en Sierra Leone en cette période des fêtes pour sensibiliser contre Ebola. Des centaines de travailleurs de santé sont déployés dans les régions les plus touchées du pays. En Roumanie, 25 ans après la chute de l'ancien dictateur Nicolae Ceausescu, les jeunes Roumains s'attellent à combattre l'ignorance ou la nostalgie qui entoure le régime communiste. Au Gabon, en cette période des fêtes, les petites huîtres ont du succès. Dans les poissonneries de Libreville, on se bouscule pour acheter le coquillage prisé sur les tables de Noël. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Bienvenue à tous. Campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population à Ebola dans l'ouest de la Sierra Leone. Des centaines de travailleurs de santé ont entamé depuis la semaine dernière cette mission dans la région la plus touchée du pays. Une opération qui durera jusqu'au 31 décembre. Mais pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, des grands rassemblements sont interdits. Des mesures prises bien évidemment pour éviter une flambée de l'épidémie en cette période sensible. Reportage. Sur le terrain, des centaines de personnels et d'auxiliaires de santé se sont déployés mercredi, peu après le lancement officiel d'une opération de sensibilisation à la lutte contre Ebola de la population de la région la plus touchée en Afrique de l'Ouest. La campagne lancée par le président Ernest Bai Koroma dans une allocution annonce de nouvelles restrictions de déplacement pendant les fêtes. Il est appuyé par les membres de son gouvernement. Notre décision en tant que gouvernement de diminuer les festivités concernant Noël et jusqu'au Nouvel An est motivée par le fait que dans les régions de l'Ouest en particulier, nous avons une hausse des cas de nouvelles infections liées à Ebola comparé au reste du pays. Bien que la Sierra Leone soit majoritairement musulmane, la période de Noël et du Nouvel An est privilégiée. Il s'agit d'une période d'importants mouvements populaires et de rassemblements sans distinction de religion. Mais il est indispensable, d'après Ernest Bai Koroma, d'avoir à l'esprit que le pays est en guerre contre un ennemi sournois qui continue de tuer. Les chrétiens qui se rendront à l'église pour la messe de Noël y seront autorisés, mais devront rentrer chez eux dès la fin de l'office et poursuivre les célébrations en famille. Ainsi, toute festivité serait interdite. One way we can break the chain of transmission is at the community level, so that l'une des façons de briser la chaîne de transmission se situe au niveau des communautés. Donc une fois que l'on aura fait cela, on pourrait réellement diminuer les chiffres, en particulier dans l'Ouest. C'est pourquoi le président a pensé que c'était nécessaire de décider que, pour célébrer Noël cette année, aller à l'église suffirait. Et après avoir été à l'église, nous souhaitons que tout le monde retourne chez soi pour la journée, afin que nous puissions voir l'impact qu'a Ebola sur nous tous, en tant que pays et en tant que famille, mais également au niveau des communautés. Tous les rassemblements publics sont interdits et cela inclut toutes les activités publiques autour des restaurants, boîtes de nuit et zones de plage de la région de l'Ouest. En Guinée voisine, le gouverneur de la capitale Conakry a décrété mardi l'interdiction des fêtes de fin d'année, invoquant le respect de l'urgence sanitaire. Restons en Sierra Leone où un chef coutumier local du sud-ouest du pays a été condamné à 6 mois de prison ferme. Motif de l'incarcération, le non-respect des règles contre Ebola. L'intéressé aurait caché des malades atteints du virus. Son nom, Amadou Kargbo, un responsable de la chefferie de Bampé dans la région de Moyamba. Cette personne a été jugée pour avoir caché aux autorités locales et sanitaires un malade d'Ebola. Aussi a-t-elle organisé et participé à des enterrements non sécurisés, au dire du président de la cour devant laquelle elle a comparu. L'accusé a lui-même reconnu les faits qui lui étaient reprochés et assuré devant la cour qu'il regrettait ses actes. D'après le président de la cour et certains résidents de la chefferie, Amadou Kargbo a caché aux autorités la mort suspecte de son gendre, un phytothérapeute décédé 5 jours après avoir traité un malade présumé d'Ebola qui n'a pas non plus survécu au virus. L'épouse de Kargbo est également décédée après avoir assisté à l'enterrement de leur gendre. La fille de Kargbo, tombée malade, a été recueillie par un couple chez qui elle est décédée puis a été inhumée en catimini. Il rejoindra la prison
après une quarantaine de 21 jours, période maximale d'incubation du virus. Il lui a aussi été infligé une amende de 189 €. Il s'agit de la première affaire de non-respect de règles anti-Ebola ayant conduit à un procès avec une condamnation et une amende en Sierra Leone. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés aux assises, entre-temps reportés sine die, va s'ouvrir demain vendredi à Abidjan. L'information a été confirmée par l'un des avocats de la défense. Plus de détails à travers ce reportage. Surnommée la Dame de Fer, Simone Gbagbo est inculpée à l'instar de 82 dignitaires du régime de Laurent Gbagbo par la justice ivoirienne pour atteinte à la sûreté de l'État. Une accusation liée à la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011. Simone Gbagbo a été déjà présentée début décembre au président de la cour d'assises pour l'audience d'interrogation sur son identité. Le vendredi 26 décembre prochain consacrera l'ouverture solennelle de son procès. Il va certainement y avoir une désignation de nouveaux jurés. Les audiences en assises, elles, reprennent effectivement le 16 janvier 2015 avec les auditions. À en croire l'un des avocats de la défense, qui représente deux des co-accusés de l'ex-première dame, les prévenus seront présents vendredi. La Cour pénale internationale, qui accuse également Simone Gbagbo de crimes contre l'humanité, commis durant la crise post-électorale, a récemment sommé l'État ivoirien de la livrer. Mais le gouvernement d'Alassane Ouattara refuse son transfèrement vers La Haye, estimant être en mesure de lui organiser un procès équitable en Côte d'Ivoire. Quant à son mari, l'ex-président Laurent Gbagbo, il est emprisonné depuis plus de 3 ans à La Haye en attente de son procès pour crimes contre l'humanité qui doit s'ouvrir en juillet 2015. Affaire de bébé importé au Niger, la seconde épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hadiza Ama Amadou, a été remise en liberté provisoire par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Niamey. Elle a fait partie de la deuxième vague de libération qui a concerné 11 personnes accusées de complicité et ou de supposition d'enfants. Le procès est prévu pour le 2 janvier 2015. Le reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Après 6 mois de prison, l'épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale bénéficie d'une liberté provisoire. Hadiza Amadou recouvre la liberté en même temps que 10 autres personnes inculpées de supposition d'enfants dans cette deuxième vague de libération. Au domicile de sa mère où elle s'est d'abord rendue, une foule en liesse l'attendait. Elle a retrouvé sur place ses jumeaux, un garçon et une fille qu'elle aurait achetés. Amis et militants du parti de son époux étaient nombreux à l'attendre. Ils sont heureux de cette libération qui, selon eux, est un signe de décrispation de la situation politique polluée par cette affaire de trafic de bébés. Hadiza Amadou va ensuite prendre congé de sa mère toute joyeuse. Direction son domicile conjugal où une foule immense l'attendait également. Seulement, Hadiza devra s'en passer de son mari. Amadou a fui le pays depuis août dernier pour se soustraire de l'action judiciaire. Sa vie est menacée, a-t-il laissé entendre. De sources judiciaires, le procès va s'ouvrir en début de l'année 2015. Le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn se dit favorable en dernier recours à des sanctions contre le Soudan du Sud. Une menace qui deviendra réalité si les pourparlers de paix entre factions rivales qui se tiennent à Addis Abeba n'aboutissent pas. Il s'avère donc indispensable de mettre fin à plus d'une année de conflit qui déchire le plus jeune État du monde. Les images. Une nouvelle session de pourparlers s'est ouverte le 18 décembre à Addis Abeba pour tenter de mettre fin au sanglant conflit qui oppose depuis 1 an le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. L'organisation régionale qui mène la médiation propose un partage du pouvoir entre les deux camps avec la formation d'un gouvernement de transition. Les négociations ont cependant été suspendues pendant la période de fête de fin d'année. Lors d'une conférence de presse qu'il a tenue lundi à Addis Abeba, Haïlé Mariam Desalegn a exprimé sa frustration face à des discussions qui n'avancent pas. Il a cependant souhaité que d'éventuelles sanctions contre Salva Kiir et Riek Machar ne soient prises qu'en dernier recours. Nous avons déjà écrit dans un communiqué à la suite des dernières rencontres que si nous ne parvenons pas à un accord lors du prochain sommet, des mesures fortes seraient mises en place et ces mesures impliquent aussi des sanctions. Et par ce même communiqué,
L'IGAD a demandé à ce que l'Union africaine et l'ONU viennent en aide au processus de négociation en l'absence d'un accord. Le conflit a éclaté le 15 décembre 2013 par des combats au sein de l'armée sud-soudanaise, minés par des antagonismes politico-ethniques, dans un contexte de rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Au moins 50 000 personnes ont péri, selon l'International Crisis Group, bien qu'aucun bilan officiel ne soit disponible. Au Gabon, les petites huîtres du nom de Alonza ont du succès en cette période de fête. Dans les poissonneries de Libreville, on se bouscule pour acheter le coquillage, de quoi se régaler. Élevées au Gabon, ces espèces affichent fièrement leur origine. À 58 ans, Didier est devenu une référence au Gabon. Sa spécialité, l'ostréiculture. Un métier hérité de ses aïeuls et qu'il exerce depuis 2010 ici sur la place du Cap Estérias. Il s'agit de l'addition de deux passions, l'Afrique et l'ostréiculture. J'ai donc cherché au crépuscule de ma carrière en France un endroit où je pourrais faire mon métier, apprendre à des gens qui ne le connaissaient pas comment on produit une huître et comment on la déguste. La ferme Alonza voit ainsi le jour. Comme il le fait tous les matins, Didier vérifie que la récolte se passe bien avant de préparer ses livraisons du jour. Les huîtres partiront ensuite vers les restaurants et supermarchés de Libreville, mais aussi de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, où les amateurs se pressent pour déguster ce coquillage tant attendu sur les tables de Noël. J'avais jamais mangé les huîtres du Cap Estérias. Donc maintenant, je trouve que je viens de goûter d'ailleurs. Je trouve que c'est très succulent, c'est très bien. Paris gagné donc pour Didier avec ses huîtres made in Gabon. Environ 100 000 ont été produites en 2014. L'objectif est d'atteindre un volume d'1 million par an. Rendons-nous à présent en Roumanie où de jeunes Roumains s'attellent à combattre tout ce qui reste comme souvenir du régime communiste. Un constat qui se fait 25 ans après la chute de l'ancien dictateur Nicolae Ceausescu. Teddy Nekoula est né au printemps 1989, quelques mois avant la fin de la brutale dictature de Ceausescu en Roumanie. Malgré le handicap qui le frappe dès sa naissance, le jeune homme a décidé de devenir cinéaste. 25 ans après la chute du dictateur, il a demandé à des jeunes de filmer sur leur téléphone portable tout ce qui pouvait évoquer cette époque. Ce qui est encourageant dans ce film, c'est le fait que des jeunes veulent et peuvent faire de la recherche avec leurs moyens. On crée une ouverture. Il faut en finir avec l'idée que les jeunes ne s'intéressent à rien, qu'ils sont blasés. Bâtiment délabré, enseigne datant des années 1970, retraités nostalgiques, 50 adolescents se sont prêtés au jeu en filmant des symboles du passé avec leur smartphone. Une démarche qui cherche à rappeler les réalités du régime de Ceausescu, car dans ce pays extrêmement pauvre, un habitant sur deux estime encore que le communisme a été une bonne chose, selon un sondage de 2013. Autre outil de mémoire, un manuel d'histoire du communisme enseigné dans près de 200 écoles roumaines, une première en Europe. Si les jeunes apprennent à l'école les informations correctes sur l'idéologie et le régime communiste, sur les valeurs de la démocratie et l'essence de la liberté comme base d'une vie tranquille et heureuse, ils seront immunisés face à toute propagande qui pourrait les éloigner du chemin démocratique. Chaque année, l'Institut roumain de recherche sur les crimes du communisme organise des écoles d'été qui incluent une visite de l'ancienne prison de Râmnicu Sărat, vestige de la répression communiste. L'expérience que j'ai vécue à Râmnicu Sărat m'a vraiment marqué et je ressens le besoin de partager avec d'autres ce que j'ai appris. On doit connaître son passé et j'invite chacun à se mettre dans la peau de ceux emprisonnés là-bas. Cette année, l'ex-commandant du pénitencier, Alexandru Vișinescu, a été accusé de crimes contre l'humanité, le premier procès de ce style en Europe de l'Est. Mais on peut aussi préserver la mémoire à travers la musique.
La chaîne nationale de radio a récemment organisé un concert de chansons de l'époque, interprété par des enfants d'aujourd'hui. Un spectacle thérapie créé pour faire comprendre aux jeunes l'enfance communiste de leurs parents et guérir les blessures du passé. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous rester fidèles et un très joyeux Noël à tous.